Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre club de 28 minutes. Ils sont venus, ils sont tous là. Ils sont historiens, essayistes, journalistes, dessinatrices. Ce sont nos clubistes de tout premier choix qui vont décortiquer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la rémunération, disons plutôt coquette, d'un grand patron, celui du groupe Stellantis, 36,5 millions d'euros en 2023 pour Carlos Tavares. La somme indigne la gauche et les syndicats. L'intéressé assume. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Alors chiche, faut-il légiférer pour plafonner les revenus des patrons du CAC 40 ? On en débattra. Frédéric Pommier nous racontera lui son histoire de la semaine, celle de deux héros ordinaires à l'autre bout du monde. Et puis, nous accueillons notre invité de la semaine, un artiste hors norme, adepte du mélange des genres et promoteur de l'art modeste, Hervé Di Rosa. Des couleurs éclatantes et des œuvres qui détonnent, ça décoiffe et c'est dans le club de 28 minutes qui démarre tout de suite. Bonsoir Alix Van Pee. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous Frédéric Saïs. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous également. Et voici nos trois clubistes de ce soir que nous avons le bonheur d'accueillir. Gilles Martin-Chauffier d'abord en personne. Bonsoir Renaud. Bienvenue Gilles. Écrivain, journaliste, éditorialiste au mensuel Service littéraire. Et rappelons le titre de votre dernier ouvrage, Clause de conscience, paru aux éditions Grasset. À vos côtés, bonsoir Géraldine Wessner. Bonsoir. Rédactrice en chef au Point, dont la une du numéro de cette semaine apparaît à l'écran. Et puis au loin, là-bas, j'aperçois Pascal Blanchard, historien, et pas seulement historien d'ailleurs, parce que maintenant vous êtes aussi commissaire. Bonsoir, monsieur le commissaire, commissaire de l'exposition. Un peu de respect, monsieur Delis, tout à fait. J'ai mes papiers, je suis en règle. Ouais. Commissaire de l'exposition Olympisme, une histoire du monde, exposition qui aura lieu du 26 avril, c'est bientôt ça, Oui. au 8 septembre, au Palais de la Porte Dorée. Dorée, elle l'est, bien sûr. C'est pas possible. C'est notre ami Coco. Salut Coco. Salut Renaud. Ça va Coco, bon dessinatrice évidemment, à Charlie et Libération. Et vous aussi, vous avez une exposition Coco. Une Oui. exposition qui s'intitule Histoire naturelle à la galerie Art Factory dans le 11e arrondissement de Paris. Ça se termine le 27 avril, ça aussi c'est bientôt. Donc voilà, l'occasion après votre exposition d'aller visiter celle de Monsieur le Commissaire. Et voilà. Bienvenue à tous. Tout de suite on commence Frédéric avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui s'attaque à la violence des mineurs. Oui, Gabriel Attal appelle à la mobilisation générale de la société face à la violence des jeunes. Il a présenté une série de mesures hier à Viry-Châtillon, cette ville de région parisienne où un adolescent de 15 ans a été frappé à mort, Chemseddine, il y a 2 semaines. Punition des parents, levée de l'excuse de minorité, encadrement des réseaux sociaux. Voici quelques-unes des pistes avancées par le chef du gouvernement qui promet aussi une concertation de 8 semaines. Géraldine Wessner, brandir le respect de l'autorité comme le Premier ministre le fait, c'est la bonne approche ? Bon, en tout cas, on comprend politiquement l'approche. Il s'adresse à un électorat âgé, retraité, qui est en train de basculer vers le Rassemblement national, alors que c'était le dernier bastion, la dernière réserve de voix de la majorité. Donc, on comprend le positionnement. Il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit, parce qu'il y a une reconnaissance d'un problème qu'on ne peut plus vraiment nier. Les tentatives d'homicide augmentent beaucoup. La violence, globalement, dans la société, a tendance à réaugmenter. Et les auteurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus féminisés. Donc oui, il faut apporter une réponse. Maintenant, dans ce qu'il annonce, moi, j'ai le sentiment quand même d'un peu d'impréparation. Il fallait répondre tout de suite. Et je me demande s'il n'est pas en train de manquer sa cible. Parce que il y a beaucoup de choses symboliques, comme par exemple, on va se lever en classe. Bon, très bien, pourquoi pas. C'est à l'entrée du professeur. À l'entrée du professeur. Mettre les enfants au collège de 8h à 18h tous les jours de la semaine, en commençant par les zones d'éducation prioritaire. Alors là, moi, j'avoue que je suis un petit peu tombée de ma chaise. Je me demande s'il ne risque pas de perdre les familles avec ce type d'annonce. Pascal Blanchard, des pistes intéressantes, un plan, il y a une concertation surtout qui s'impose ou, à l'inverse, selon vous, un faux problème? Je pense que tu as entièrement raison, c'est qu'en ce moment, on voit bien que ça se fait un peu trop rapidement pour répondre au poids de l'opinion. En même temps, je pense que ça va bien au-delà de l'électorat traditionnel macroniste et des personnes un peu âgées. Je pense que beaucoup de Français sont sensibles à ce qui vient de se passer, et pas simplement dans l'Hexagone. Vous avez vu qu'il y a des mesures de couvre-feu, par exemple, en Guadeloupe, qui viennent des prix pour les moins de 18 ans. Et je pense que la question touche à peu près tous les territoires.
Il n'y a pas qu'une partie des Français qui se sentent concernés ou inquiets. Ça Ce inquiète. qui vient de se passer, vous évoquez un certain nombre de mesures. de drames qui se sont produits, Exactement. notamment à Viry-Châtillon d'ailleurs, où s'est Et exprimé ce jeune homme, cet adolescent, pardon, qui a été battu à mort Tout à à fait. Viry-Châtillon. Et médiatiquement, et c'est très présent dans les médias, je pense que les gens sont inquiets bien au-delà d'un électorat traditionnel ou âgé, parce qu'on pourrait imaginer que ce soit quelque part que de l'ordre du fantasme, la médiatisation de ces événements, le rajeunissement d'une forme de délinquance, le fait qu'il y ait beaucoup d'affaires dans cette affaire-là, le fait que dans le monde scolaire, ce soit très compliqué aujourd'hui, et beaucoup d'enseignants, moi qui fais par exemple des conférences dans les écoles, on le voit, beaucoup d'enseignants nous parlent de cette question d'une violence qui existe au sein de l'école. Directrice d'école à Marseille, récemment agressée par une mère d'élève également. Exactement. Donc on peut, et même on le voit dans le vocabulaire, dans la manière dont les choses se passent dans le monde scolaire aujourd'hui. Donc nier qu'il n'y aurait pas une situation problématique serait une erreur et qu'elle ne va pas bien au-delà de l'électorat traditionnel. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que l'analyse, la notion de plan dans ces cas-là ne peut pas se faire dans l'urgence. On a affaire à quelque chose qui est lié à une problématique générationnelle, dont certainement les raisons sont multiples et complexes. De penser qu'il faut immédiatement les caricaturer, les résumer, comme peut-être aussi comme le ministre de l'Intérieur l'a peut-être fait un peu trop vite en donnant quelques chiffres, puisqu'on sait que sur les chiffres, par exemple, il y a déjà un énorme débat aussi. Donc aujourd'hui, je pense que cette question, elle est réelle. Il ne faut pas penser qu'elle est fantasmatique, et il y a une vraie problématique. Oui, justement, il y a 2 mois de concertation, mais déjà des mesures annoncées. Oui, une autre idée évoquée par Gabriel Attal hier, que le mauvais comportement en classe soit répercuté sur les diplômes et sur l'orientation. Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. Gilles Martin-Chauffier, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça risque d'apposer finalement l'étiquette fauteur de troubles qui peut quasiment être valorisante vis-à-vis des copains à un certain âge dans certains milieux? D'abord, c'est une idée qui ne sera jamais mise en pratique. Déjà, ça, c'est typiquement le genre d'annonce bidon auquel personne ne croit et on sait qu'il ne le fera pas. Pourquoi Parce que ça ne se fait pas, parce que les profs diront non, il n'est pas question de stigmatiser cet enfant, ça va le suivre trop longtemps, et puis pourquoi on mettrait les parents en cause? Non. Donc ça ne se fera pas, et d'une. Et de deux, Pascal a raison de dire que les chiffres, il faut se méfier des chiffres. On n'est pas tous d'accord sur les chiffres. Effectivement, c'est absolument dramatique. Depuis quelques semaines, on a vu des enfants qui avaient des comportements extrêmement agressifs. Mais sur l'année, en France, il y a à peu près 880 morts. Il y en a eu l'année dernière. C'est le même chiffre depuis 20 ans, alors que la population augmente. 880 homicides, oui, pas morts. Homicides. Il n'y a pas d'augmentation du tout des homicides, etc. Bien. C'était 700 en 2012. Hein, C'était 700 en 2012, donc ça fait quand même une augmentation de 30%, c'est pas rien. Non, pas du tout. Parce qu'en 2000, c'était déjà 850. Alors j'ai regardé les chiffres sur 20 ans, c'est absolument stable. Il n'y a pas de augmentation. Augmentation chez les jeunes, dit le Premier ministre. Oui, mais Plus mise en cause pour coups et bitures, 2 fois plus que dans la population générale. Et de toute façon, la vérité, c'est qu'en réalité, toutes les sociétés ont toujours eu un problème avec leurs jeunes. Il faut que la jeunesse se passe. Les jeunes sont brutaux, on le sait. Rappelez-vous la Chine, les gardes rouges. Les jeunes ne sont pas des gentils, les jeunes sont des méchants. Ils l'ont toujours été. Et c'est pas en faisant un Grenelle de l'éducation qui est un gag, comme on a fait la Grenelle de la santé. On va mettre quoi? On va mettre des comités McKinsey qui vont se réunir pour dire voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. L'uniforme, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, franchement, on n'est pas du tout là. Le seul problème fondamental de la jeunesse, c'est qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'autorité à l'école. Et tant qu'on ne dit pas aux profs, vous avez le droit de les virer, ça ne marchera pas. Alors, et c'est pas en les mettant de 8h à 8h du soir, de 8h du matin à 6h du soir, que ça va se passer bien, parce que s'ils ne respectent pas les profs, ils vont respecter encore moins les surveillants. Gilles Martin-Chauffier, c'est moi le prof ici. Merci. Pardon. On va passer par notre ami Coco, qui a 2 dessins à nous montrer. Oui, 2 dessins sur la violence des plus jeunes. Visiblement, on n'a pas su voir cette petite roue d'affûtage sur le cartable à roulettes. Ah, c'est ingénieux. Hein. Et puis sur la violence des jeunes, Attal hausse le ton, comme pour les émeutes. Tu salis, tu nettoies. Merci. Merci Coco. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine qui nous emmène outre-Manche et qui oppose 2 premiers ministres, un ex et l'actuel. Oui, à ma gauche, Rishi Sunak, 43 ans, l'actuel Premier ministre britannique, conservateur. À ma droite, son prédécesseur, voici quelques années, Boris Johnson, 59 ans, lui aussi membre du Parti conservateur. Alors les 2 hommes s'opposent à propos de la loi sur le tabac, la plus sévère du monde, qui a été examinée cette semaine par les députés britanniques. Il s'agit d'interdire à vie la vente de cigarettes aux générations qui sont nées après 2008, c'est-à-dire celles qui ont aujourd'hui 15 ans et moins. L'idée défendue par le Premier ministre en personne, Rishi Sunak, c'est de créer des générations sans tabac. I propose that in future, we raise the smoking age by 1 year every year. That means a 14-year-old today will never legally be sold a cigarette.
and that they and their generation can grow up smoke-free. Alors cela veut dire par exemple qu'un jeune qui a 14 ans cette année, qui est né en 2010, ne pourra plus acheter de cigarettes, y compris quand il aura 20 ans, 30 ans ou 50 ans. C'est bien à vie, mesure drastique donc qui vise à éteindre progressivement le tabagisme au Royaume-Uni. Et surprise, cette semaine, cette loi a été votée par les députés, même si elle n'est pas encore totalement adoptée. Il faut un aller-retour avec la Chambre des Lords d'ici le mois de juin. Et pendant ce temps se joue une immense bataille avec les lobbies du tabac, évidemment, qui ont peur de voir leur gagne-pain partir en fumée. Ils ont trouvé des oreilles attentives, justement, dans les rangs conservateurs, dans les rangs du parti de Rishi Sunak, dont celle de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre. Interdire le cigare, dit-il. Mais vous n'y pensez pas, voyons. When I look at some of the things that we're doing now that are being done in the name of conservatism, I think they're absolutely nuts. But you know, we're banning cigars. And what is? I mean, maybe you all think that's a great idea. I just can't see what is the point of banning with the party of Winston Churchill? It's just mad. Mais oui, Winston Churchill, héros de la Deuxième Guerre mondiale, figure tutélaire des conservateurs et jamais loin d'un bon cigare et d'un bon verre de whisky, évidemment. L'argument porte d'ailleurs auprès des députés conservateurs. Il en a manqué une soixantaine à l'appel au moment du vote, qui avait piscine ou mieux à faire. Il a fallu l'opposition travailliste pour venir au secours du Premier ministre Rishi Sunak pour que ce texte obtienne une majorité. Alors derrière ce cri du cœur de Boris Johnson, évidemment, il y a un peu d'amertume politique, il y a la volonté de ne pas faciliter la tâche à son successeur, tout ça existe. Mais il y a aussi une question de fond qui est soulevée, par exemple, par Liz Truss, qui est aussi une figure du parti conservateur. Elle dit, pour l'idéologie conservatrice, le plus sacré, c'est la liberté individuelle, c'est le libre arbitre, à rebours donc de cette interdiction, de cette contrainte, ce qu'elle appelle le nanny state, l'État nounou, qui pense mieux savoir que vous ce qui est bon pour votre personne. Géraldine Vosner, vous vous placez de quel côté, vous ? Moi, je suis plutôt de ce côté-là. En fait, je trouve que ce genre de mesures, ça relève soit de la pensée religieuse, soit de la pensée totalitaire. En gros, c'est d'interdire aux êtres de se faire du mal eux-mêmes. Et c'est dire, bon, bah, finalement, on s'était débarrassé de Dieu et de son influence, parce que notre vie ne nous appartenait pas, c'était celle de Dieu. Bah, maintenant, notre vie, elle appartient à l'État. C'est lui qui va décider ce qu'on peut faire ou non. Il y a un système très bon, ce serait d'augmenter les taxes, si ça coûte cher. Simplement une parenthèse, faire ça et sans interdire l'alcool, c'est complètement insensé. C'est hypocrite. Même si Gilles Martin-Chauffier, le tabac ne cause pas des soucis qu'à des individus, mais aussi à une société. Ça coûte, Ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est qu'en fait, pendant des années et des années, on nous a dit l'État Big Brother veille sur nous. Là, maintenant, c'est autre chose, c'est l'État Big Mother. C'est-à-dire, je vais prendre soin de vous. Il faut manger de la viande, il ne faut pas manger de viande, il faut faire du sport, il ne faut pas fumer. Il y a un côté un peu agaçant du côté... la liberté, on disait en français, on disait charbonnier maître chez lui, c'est ça la fin. On n'est plus maître chez soi, c'est exaspérant. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est que d'abord, en Nouvelle-Zélande, ils ont voulu le faire, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas le contrôler. Ils sont revenus dessus. Oui. Et puis surtout, moi, il y a une chose que je déteste, mon expérience de ma vie personnelle, c'est les balances, les anti-fumeurs qui vous dénoncent. Et je l'ai eu pendant des années. Là, on va les voir. C'est ces gens qui vont entendre le micro. Ah, il fume, lui, etc. C'est insupportable. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Pascal Blanchard. Non seulement il est né bien avant 2008-2009. Ah, j'ai eu chaud. Mais de surcroît, d'après Coco, il vous restera 2-3 trucs pour compenser, Pascal. Oui, je pense à cette génération d'enfants nés après 2009, Georges, Charlotte, Louis. Heureusement, il nous reste l'alcool et la coke. Ouf, vous nous rassurez. Et puis, Royaume-Uni, n'oubliez pas quand même, les bureaux de tabac illégaux restent ouverts. Exactement. Ouais. Merci Coco. C'est maintenant l'heure de la une internationale. Cette semaine, en couverture de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, l'ayatollah Khamenei et Benjamin Netanyahou, la prochaine grande guerre. Israël a riposté ce matin à l'attaque de l'Iran la semaine dernière, laquelle se voulait déjà une réplique à la frappe qui a touché le consulat iranien à Damas et tué des gardiens de la Révolution. Sommes-nous entrés dans un engrenage infernal ? Jusqu'où peut aller, Pascal Blanchard, cet affrontement entre l'Iran et Israël ? D'abord, c'est un nouveau type de guerre. C'est-à-dire chacun joue son registre en n'allant pas trop loin pour que justement l'autre en face puisse répondre sans aller non plus trop loin. On n'avait pas connu ça, même du temps de la guerre froide. On voyait qu'à un moment, ça dérapait, malgré les grandes puissances. Les nations qui décidaient quand même d'avoir des conflits, à un moment, ça déclenchait, et ça déclenchait de véritables guerres. Là,
il y a quelque chose de très particulier. Chacun va jusqu'à un certain point, comme une partie de Go, une partie d'échecs, sans forcément aller trop loin pour que ses alliés proches et les autres. Non, je ne parle pas de ça. On parle du conflit. On parle du conflit Israël-Iran. Vous avez vu, chacun, en gros, on sait qu'aujourd'hui les Iraniens avaient à peu près prévenu tout le monde qu'ils allaient envoyer des missiles. On sait qu'il a fallu taper juste à un endroit précis qui arrange tout le monde, puisque c'est sur le nucléaire iranien pour les Israéliens. On a le sentiment que chacun joue ça pour sa partie, pour son opinion publique, pour montrer à ses alliés qu'il est quand même là, en évitant à tout prix de rentrer dans un conflit dont, en fin de compte, ni l'Iran ni Israël, à mon avis, n'ont envie aujourd'hui. Alors c'est presque rassurant ce que nous dit Pascal Blanchard. Vous êtes d'accord, Géraldine Wössner? Mais je pense qu'effectivement, on peut même être surpris de la modération de la riposte israélienne. Il envoie un message d'ailleurs assez subtil aux Iraniens, c'est-à-dire que je peux contourner votre défense antiaérienne, je peux frapper vos sites nucléaires si je le souhaite, mais enfin, je ne vais pas le faire tout de suite. Bon, alors évidemment, il y a la pression des alliés qui retient Israël, mais je pense aussi que ça n'est pas l'intérêt d'Israël d'attaquer l'Iran, tout simplement parce que ça donnerait un prétexte fabuleux aux mollahs pour relancer leur programme de prolifération nucléaire, ce que personne ne souhaite. Et dans le même temps, Téhéran qui fait vite savoir qu'il n'y aura pas a priori de riposte iranienne, justement. Donc comment expliquer c'est cette modération derrière les missiles que s'envoient les uns les autres? Et est-ce qu'il y a quand même un risque de dérapage de fait, même si... D'abord, je pense que dans le cas de Téhéran, je ne suis pas certain que le gouvernement de Téhéran sache exactement ce qui se passe à Téhéran. C'est-à-dire les gardiens de la Révolution ont leur propre logique, l'armée a sa propre logique, les mollahs ont leur propre logique, et les gardiens de la Révolution ont c'est une société dans la société. Donc, et je pense que c'est sans doute parce que c'est les gardiens de la Révolution qui avaient été visés par Israël quand c'est le consulat de Damas, c'est pour ça que ça a dégénéré. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je pense que l'Iran ne va pas réagir lui-même parce qu'ils sont assez habiles. Ils ont compris qu'il valait mieux faire la guerre par les autres. Mais les Houthis et le Hezbollah feront le travail. Un dessin de Coco. Je pensais éventuellement, un peu en contrepoint, à généraliser le dôme de fer pour tous. C'est tout. Merci Coco. On va changer radicalement de sujet avec vous, Alix, et avec votre point com de la semaine. Cette semaine, vous nous parlez d'une candidate aux élections européennes qui a plusieurs visages. Tout à fait. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est de son nom, Juliette de Cauzan. Elle est candidate de la liste Écologie au centre pour les élections européennes, comme elle l'a indiqué vendredi sur X. Donc jusque-là, tout va bien. Ce dont on est moins sûr, c'est de son apparence sur son affiche électorale où elle pose fièrement, donc de profil, dans un pull, flashy. Problème, donc cette photo est retouchée. Et elle est elle est très éloignée de la réalité. Donc sur X, de nombreux internautes se sont moqués de cette jeune femme. Dans ce tweet notamment, à gauche, Juliette de Cauzan, à droite, Juliette de Photoshop. Ou encore une alternative, vendredi soir, écrit donc à côté de la Juliette, version très arrangée, et lundi matin, à côté de la jeune femme, au naturel. Certaines internautes, en majorité des femmes, n'ont pas compris le message qu'il y avait derrière cette affiche politique. Pourquoi chercher à être belle et sexy en politique? Vous avez honte de qui vous êtes? Quel message déplorable, écrit donc au-dessous d'une photo de Juliette de Cauzan au naturel. Mais Juliette de Cauzan n'a pas honte du tout, elle assume ses retouches avec cet argument « tout le monde le fait », dit-elle, donc comprenez, il y a pire que ça dans la vie. Elle précise que sa photo est garantie sans Photoshop. En revanche, elle a utilisé l'intelligence artificielle, en l'occurrence 3 logiciels pour s'ajouter un petit peu de maquillage, modifier son ventre et modifier son grain de peau, bon juste ça. Alors quitte à se mettre en valeur, un internaute a proposé une affiche alternative qui ne verra pas le jour. Juliette de Cauzan, votez pour moi. Donc cette fois-ci, Juliette de Cauzan ne porte pas de pull flashy et pas de pull tout court d'ailleurs. Décidément, les photos et les vidéos sexy générées par intelligence artificielle se banalisent. Cette semaine, une certaine Amandine Le Pen a fait irruption sur TikTok. Vous l'avez peut-être vu. Elle s'exhibe en petite tenue donc, sur un compte. Donc, c'est une fausse vidéo, un deepfake généré par intelligence artificielle qui visait à rendre l'extrême droite attirante. Le compte a été supprimé depuis. Tous les partis sont touchés et d'ailleurs ils sont plus ou moins valorisés par l'intelligence artificielle. Valérie Ayé, tête de liste de la coalition présidentielle, s'est retrouvée sans le vouloir dans une vidéo parodique à son sujet sur sa personne qui a fait le tour des réseaux sociaux et contrairement aux photos et vidéos précédentes, elle a été moins gâtée par l'intelligence artificielle. La vidéo est moins sexy. Voilà la vidéo. Valérie Ayé, ne votez pas ailleurs, c'est elle sur l'image. Retenez bien son visage, Valérie Ayé. Franchement, comment ne pas la reconnaître?
Voilà, donc la vidéo est volontairement kitsch, remplie d'effets de montage complètement ringards. Elle a été créée par un youtubeur humoristique qui s'est appuyé sur l'intelligence artificielle pour écrire les paroles et surtout pour composer la musique qui en effet reste en tête, et notamment le nom de Valérie Ayé. Sauf que de nombreux internautes n'ont pas compris le second degré de cette vidéo, et on le voit dans les commentaires qui apparaissent sur YouTube. Ils osent vraiment tout, cela ne vole vraiment pas haut, peut-on lire. Ou encore ce commentaire, franchement, la honte, la musique ferait vraiment gogol. Mais c'était le but. Donc dans cet océan de vraies fausses vidéos, 62% des Français se méfient de plus en plus des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Et plus de la moitié des Français disent qu'ils n'arrivent pas à distinguer une vidéo, un contenu généré par intelligence artificielle d'un autre contenu. Heureusement pour Juliette de Cauzan, eh bien, aucune loi n'interdit aux candidats de se servir de l'intelligence artificielle pour modifier leur affiche électorale. Et d'ailleurs, ils peuvent taire cette retouche. Mais quand on y pense, Juliette de Cauzan avait peut-être annoncé la couleur parce que l'un des programmes de son parti s'appelle « Réparer la nature ». Géraldine Vosner, cette situation est-elle normale selon vous? Ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt forcer les candidats à dire qu'ils ont modifié leur affiche électorale ? À préciser l'intelligence artificielle. Je ne suis pas en mesure de juger à quel point les retouches sont importantes ou pas, parce que je ne sais plus, si je les croisais dans la rue, je ne la reconnaîtrais sans doute pas en fait. On a les photos quand même d'il y a quelques années. On en parle là, mais peut-être que ça a été grossier, je pense que c'est quand même assez majoritairement répandu. Plus largement, c'est vrai que les dernières vidéos, là pour le coup parodiques, peuvent être très facilement détournées pour ridiculiser un adversaire politique. C'est complètement bluffant. C'est impossible à distinguer, je veux dire, même pour un œil vraiment averti. Et là, oui, je pense qu'il y a quand même un danger. On va pouvoir détourner les messages. Et une fois que c'est parti sur TikTok ou sur ces réseaux sociaux-là, vous n'avez plus aucune maîtrise de la diffusion. Et les correctifs seront vus à une échelle 100 ou 500 fois inférieure. Donc oui, je pense que c'est un dossier qu'il va falloir ouvrir. Deux dessins de Coco. Il n'y a pas que les photos qui sont retouchées. Oui, voilà, sur la campagne. Je vote pour elle, dit un monsieur. Mais c'est moi. Mais votre programme aussi est mensonger. Merci, Coco. Et un deuxième dessin. Et puis, sur les européennes, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je vote mi-journée. Merci, Coco. Frédéric, on va aborder maintenant l'autre dossier de la semaine. Et cet autre dossier, c'est une rémunération plutôt coquette d'un grand patron, rémunération qui fait polémique. Oui, a priori, Carlos Tavares n'aura pas de problème de fin de mois. Le grand patron de Stellantis, ce groupe qui rassemble Peugeot, Citroën, Fiat et bien d'autres, va toucher jusqu'à 36,5 millions d'euros. C'est en lien avec les performances économiques de son groupe l'an passé, 19 milliards d'euros de bénéfices, plus 11% sur un an. Alors, est-ce que cela mérite ces 36 millions d'euros, qui sont à la fois, précisons-le, du salaire, du bonus, des primes et de la pension de retraite en avance, somme choquante et indécente pour la gauche? Et pour vous, Gilles-Martin Chauffier? Quand on se dit qu'il gagne, je fais calcul, il a gagné, il gagne en un an ce qu'il me faudra 450 années pour gagner. Donc, objectivement, je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu humiliant. Je me dis vraiment, c'est atroce. Et puis bon, c'est un peu agaçant le côté. Pour les grands patrons, vous avez la grille de salaire Wall Street, et puis pour le citoyen lambda, vous avez la grille de salaire Germinal. Donc évidemment, c'est un peu exaspérant. Maintenant, il faut quand même voir les choses avec honnêteté. Je veux dire, la seule chose dont on ait besoin en France, c'est qu'il y ait des industries qui s'installent. Si on décide que les grands patrons ne vont pas pouvoir avoir des salaires corrects, indécents, mais de normes, on les incite à ne pas investir chez nous. Or, c'est la clé de la bataille. Oui, et Peugeot était moribond il y a quelques années. Et par ailleurs, je termine juste en disant, vous avez dit Stellantis, vous avez dit Peugeot, Citroën, Fiat. Non, c'est Chrysler, Jeep, Dodge. L'argent vient des 14 marques en tout. Donc, oui, mais les gros bénéfices, c'est là-bas. Et c'est pour ça que c'est des méthodes américaines, c'est pas les nôtres. Évidemment, c'est choquant. Gilles-Martin Chauffier, vous n'êtes pas le seul à défendre, justifier en tout cas, on va dire, ce salaire, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, même si au sein de la classe politique, il ne s'est pas trouvé grand monde pour prendre le parti, évidemment, de Carlos Tavares. C'est un autre grand patron, Michel-Édouard Leclerc, qui a volé à son secours. Tavares, c'est un génie, c'est un des meilleurs... c'est le Mbappé de l'automobile. Si ça ne vous choque pas qu'un footballeur ait 2 fois plus, ça ne me choque pas qu'un génie de l'automobile gagne ça. Plutôt que de montrer du doigt des gens qui ont du talent et qui ont été créatifs, alors qui ont peut-être fait d'ailleurs des opérations par eux-mêmes, l'idée c'est la fiscalité.
Oui, c'est vrai, ça. Après tout, Pascal Blanchard, 70 millions par an pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Cette comparaison. Non, non, 2 fois plus que ce qu'on vient d'entendre. 72 pour brut, Mbappé. 56 net, voilà, 56 net pour Mbappé. Une fois et demie. Non, la question de la fiscalité est une réalité qu'il faudrait fixer avec un certain niveau de salaire. Je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qui devrait exister, c'est puisqu'il y a une partie prime, il devrait y avoir une obligation que si le patron, parce qu'il y a une prime liée à une qualité du travail, elle doit être partagée de manière équitable au niveau proportionnel de l'ensemble des salariés qui sont aussi responsables du succès de l'entreprise. Légiférer pour mettre un plafond au salaire, vous seriez... J'ai pas dit, attendez, on n'a pas parlé de salaire. Alors on a parlé. Je vous pose la question. Le salaire, c'est autre chose. Oui. Les Insoumis ont proposé qu'il y ait une grille de salaire à minima dans les entreprises et qui, en fin de compte, est irréaliste de 1 à 20. Par contre, que le débat existe, que dans une entreprise, aujourd'hui, à l'international ou au national, il puisse y avoir une grille de salaire posée au moins claire en termes d'enjeux, c'est important. Enfin, dernière chose, ce que je trouve le plus inacceptable que très peu de gens ont dit, c'est que ce monsieur a quand même, comme à son bénéfice, 28 000 licenciements. Alors, quelqu'un qui a fait 28 000 licenciements, on peut dire après que le résultat est d'une entreprise qui marche bien aujourd'hui, c'est pas faux. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le bilan que tout le monde considère comme positif, on a le droit pendant 20 secondes de dire est-ce qu'il est normal que quelqu'un prenne autant de millions quand il a licencié 28 000 personnes dans le monde? C'est plutôt ça que je voudrais ouvrir comme débat. On pourrait quand même se poser la question, c'est donc quoi le success fees qui permet à un patron de dire qu'il a réussi, que c'est légitime, qu'il prenne autant de millions? Et quand un groupe aussi bénéficie d'aides publiques, qu'elles soient directes ou indirectes d'ailleurs. Bien sûr, il y a la question des aides publiques, mais là où je rejoins Pascal, c'est que ce débat-là, en fait, on l'a depuis l'industrialisation. Hein. Henry Ford, qui était quand même pas le dernier des capitalistes, il avait théorisé pour l'acceptabilité de son système productif un rapport de salaire de 1 à 40, je crois que c'était, de 1 à 40 entre le salaire du patron et le salaire de l'ouvrier, tout simplement pour que l'ouvrier puisse lui acheter ses bagnoles. JP Morgan, avant lui, il avait fixé le ratio de 1 à 20. Donc vous voyez, c'est ce débat entre... Et François Hollande, plus récemment, a plafonné les salaires des groupes publics dans les entreprises. C'est des groupes publics, là. 450 000 € par an maximum. Le point, c'est que ça ne peut être que mondial, parce qu'on est aujourd'hui dans une économie mondialisée et qu'il faut pouvoir les garder, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a juste un point qui a été soulevé cette semaine par le patron de Michelin. Le problème, c'est pas les salaires en haut, le problème, c'est les salaires en bas. C'est qu'en fait, il faut que les gens puissent vivre de leur salaire, ce qui n'est pas le cas. Ça ne suffit pas, il faut un salaire décent qui soit supérieur. Et en plus modulé selon les zones géographiques, qui soit plus élevé en région parisienne qu'en Auvergne, par exemple, d'où est originaire. La grille des salaires, ça reste vraiment une base et qui devra vraiment devenir un débat national un jour, voire international. Parce que la question, elle est aussi bien en bas qu'en haut. Et avant, vous voyez bien que ça fait débat. Vous savez que ça a fait élire Trump, il faut s'en souvenir. Exactement. 2 dessins de notre ami Coco. Un plafond pour les très hauts salaires. À quelle hauteur? En dessous du niveau de l'indécence? Merci Coco. Et un deuxième dessin? J'en avais un deuxième, mais je n'ai pas fini. Oh. Désolée. Merci Coco. Bon, on vous laisse finir alors. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, un trublion de l'art contemporain, Hervé Di Rosa, un artiste hors norme qui explose les codes pour mélanger BD, street art, dimension commerciale. Bienvenue à vous, installez-vous. Bonjour, Hervé Di Rosa, merci. bienvenue. Bonjour. Le tout, donc, dans un cocktail de couleurs détonnantes, une œuvre qui est aujourd'hui célébrée par le Centre Pompidou, dans une rétrospective intitulée Le Passe-Monde. C'est pas au CAC 40, c'est pas encore... Non, c'est pas encore au CAC 40. Voilà. Pour l'instant, c'est au Centre Georges Pompidou à Paris. Voilà. Le Passe-Monde, donc, dont voici le catalogue. Alors Hervé Di Rosa, vous êtes un promoteur de l'art modeste. Est-ce que votre modestie souffre d'être ainsi célébrée par le Centre Pompidou? J'imaginais cette question. Oui, les arts modestes, c'est une idée pour nommer des objets, des images que j'aime et qui sont souvent méprisées et mis de côté. Au Centre Pompidou, non, c'est autre chose. C'est Michel Gauthier, le commissaire et conservateur du musée, qui travaille là avec moi depuis une dizaine d'années pour essayer de monter cette exposition. Il faut dire que je suis le premier de ma génération avec le Centre Pompidou, la génération des peintres des années 80. On a été un peu mis sur le côté pendant des dizaines d'années. On préfère en France les choses plus conceptuelles, plus minimales. Pourquoi, oui? Pourquoi est-ce que vous avez... Je ne sais pas, en tout cas la peinture, parce que c'est une peinture un peu sauvage, je crois. Vous savez, moi j'ai commencé, j'avais 20 ans, ma première exposition au Musée d'Art Moderne, j'en avais 21. Et depuis, voilà, et donc c'est une prise de position différente. On était dans un monde où l'art contemporain, à la fin des années 70, était dominé par l'art minimal, par l'art conceptuel, par support surface, où la peinture avait un peu disparu. Ça, si j'ose dire, c'est de l'art immodeste, ça, à vos yeux, cet art conceptuel
Je ne dirais pas ça, c'est l'histoire de l'art. Vous savez, c'est tout le temps l'histoire de l'art, c'est action-réaction. Et donc, moi, j'arrivais là, franchement, je pensais que j'étais plus intéressé à l'époque par ce qui était, par les publications, par les magazines. C'était la décennie avec Métal Hurlant, avec l'Écho des Savanes, avec plein avec le groupe Bazooka, par exemple. Et je pensais que les galeries, les musées étaient lointains de ce que je faisais. Mais par contre, j'ai trouvé à un moment donné que les images, j'avais envie de peindre, et on est un groupe d'amis, on avait envie de peindre, on avait envie de faire voir nos peintures, on n'avait pas envie ni d'être prof, ni d'être subventionné. Le début des années 80 a été un grand saut dans les artistes aidés par le ministère de la Culture. Nous, on n'en a pas trop fait partie, je dis nous parce qu'on était une petite bande. Et voilà. Et finalement, je me souviens du nom du ministre de la Culture, c'est même pas la peine de le citer. Voilà. Et finalement, non, qui était formidable, Jacques Lannon, il était formidable, mais c'est vrai que le département des arts plastiques au ministère de la Culture à l'époque ne dépendait pas en direct de Jacques Lang. Hein. Donc il y avait d'autres... On décrit votre peinture, enfin vos œuvres, tantôt on vous décrit comme un héritier des Dada, un héritier du punk, on dit que vous êtes inspiré par la BD. Comment est-ce que vous décririez à quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement votre univers, votre esthétique? Je dirais d'aller voir sur Internet. Aujourd'hui c'est vachement plus facile. À mon époque il fallait décrire. Je sais pas, c'est une espèce de mélange. Alors je pourrais dire très simplement, c'est un mélange entre Jérôme Bosch et Walt Disney, si on veut aller vite. Voilà. Comme ça au moins. Avec Si on veut aller vite. Ouais. Et c'était avant que Tim Burton fasse des films quand même. Hein. Donc, parce qu'on a commencé, j'ai commencé quand même il y a un bon moment. Et donc c'est vrai que j'ai ce grand bonheur que Michel Gauthier organise cette exposition au Centre Pompidou, c'était de voir, il y a 3 salles, c'est pas énorme, mais en 3 salles, en une trentaine de pièces, on voit 40 ans de travail. Et c'est vrai que voilà, on peut être qu'heureux. C'est un lieu merveilleux, le Centre Pompidou. Bon, je peux regretter, ça aurait pu être avant, ça aurait pu être plus grand, mais bon. Et en 40 ans, vous êtes inspiré, vous avez énormément voyagé et vous êtes inspiré donc de l'art que vous avez vu au Cameroun, en Chine. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin des années 80, je m'ennuyais un peu. Et puis j'avais eu un grand succès dans les années 80. Et je sentais le retour de bâton et il fallait partir. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir partir. Et surtout, j'avais beaucoup voyagé aux États-Unis, en Europe, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de galeries et de foires d'art à Hong Kong, en Amérique latine. Tout ce marché-là n'existait pas. Et j'avais envie de découvrir comment on fabriquait les images et les objets sur d'autres continents que le nôtre. Donc je suis parti au Vietnam, je suis parti au Cameroun, je suis parti au Mexique. Et certains pourraient vous reprocher d'avoir pratiqué ce que certains appellent de l'appropriation culturelle, justement. Mais mais ça naît. Ça en est. Vous l'assumez. Ça en est, non. En fait, le principe, c'était surtout de faire découvrir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on me dit pourquoi tu ne vas pas en Inde travailler avec les artisans. En Inde, où il y a un territoire gigantesque avec des artisans, des créations énormes. Mais c'est qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a des artistes contemporains indiens, ce qui n'existait pas dans les années 70. Aujourd'hui, des artistes contemporains indiens qui se servent de ces matériaux, qui se servent de ces traditions et de ces techniques. Quand j'ai commencé à travailler au Vietnam avec la LAC dans les années 90 ou au Ghana avec les peintres d'enseigne, personne ne s'intéressait à ça. Donc c'est une appropriation, c'est plutôt faire découvrir ça aux autres. C'est ça le principe, c'est ouvrir. Et l'art modeste, c'est ça. Et l'art modeste, c'est aussi ouvrir vers d'autres lieux, vers d'autres marges, vers d'autres territoires. Et alors ouvrir cette exposition donc, au Centre Pompidou qui existe parce que vous avez fait une donation d'une dizaine de vos œuvres. Pourquoi avoir choisi de faire cette donation et de ne pas léguer ces œuvres à vos enfants, par exemple ? Oh, il y en a d'autres que je leur léguerai. Et puis, vous savez, des fois, les héritages, c'est plus un truc à porter qu'autre chose. Hein. Oui. Et puis, c'est eux qui sont venus me le demander. C'est l'ancien président, le président précédent, Alain Seban, avec Michel Gauthier, qui sont venus voir. C'était d'ailleurs... Je le remarque encore, je ne veux pas faire le râleur, mais c'était la première fois que quelqu'un du Centre Pompidou venait me voir. C'était il y a 12 ans à peu près. Et donc, ils m'ont demandé cette donation. Moi, politiquement, je suis pour les donations. Je pense que quand les artistes ils peuvent vivre correctement de leur travail, et moi, c'est ce qui m'arrive depuis 40 ans, je pense que c'est bien de donner à un musée national. Merci Hervé Di Rosa. Je précise évidemment que le musée que vous présidez, le Musée international des arts modestes, est à 7. Oui, je voulais en parler de ça. On aurait pu le deviner en vous écoutant d'ailleurs, en tout cas dans la région. Je reviendrai. Parce vous reviendrez, promis. Exposition formidable qui s'appelle Libre, qu'il faut aller à 7 pour la voir. Je sens bien que vous n'avez pas tout dit et nous on n'a pas encore tout écouté, avec grand plaisir, donc vous reviendrez Hervé Di Rosa. Et en attendant, il faut aller voir surtout donc cette rétrospective Le Passe-Monde au Centre Pompidou à Paris. Elle se tient jusqu'au 26 août. Vous avez un dessin de Coco que vous pourrez ajouter dans la donation. Exactement. Hervé Di Rosa. Oui, Hervé Di Rosa Pompidou, c'est 2-3 tuyaux de la peinture et voilà, l'art modeste. Voilà. Et vous savez que des premiers qui m'a conseillé, c'était Georges Wolinski. Ça a été le premier, quand j'avais 18 ans, qui m'a dit
tu sais pas dessiner, il n'y a pas d'histoire, fais de la peinture. Il a toujours été de bons conseils, Wolinski. Merci Hervé Di Rosa. Merci à vous. Et voici maintenant venu le moment d'accueillir notre ami, que dis-je, notre héros, Frédéric Pommier, qui va vous succéder dans un instant. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine. Et cette semaine, eh bien, vous allez nous parler d'un homme que l'on surnomme depuis quelques jours l'homme au poteau. Il s'appelle Damien Guéraud, il a 31 ans. Il est originaire de Saint-Jean-sur-Mayenne, près de Laval, et vit depuis plusieurs années à Sydney, où il travaille dans le bâtiment. Damien Guéraud est charpentier, beau métier, charpentier. Métier assez physique en l'occurrence, et le physique, eh bien, ça s'entretient. Damien Guéraud s'entraîne dans une salle de sport avec l'un de ses collègues qui se trouve être un ami. Son nom, Silas Despros, il est français comme lui. La salle de sport est situé dans un centre commercial, lui-même situé dans la banlieue est de Sydney. Et c'est là, à la salle, qu'ils se rendaient tous les deux samedi quand, alors qu'ils traversaient la galerie marchande, ils ont soudain été alertés par des cris qui venaient de l'étage inférieur. Et cette phrase, au milieu des cris, un homme est en train de poignarder des gens. Damien et Silas auraient pu s'échapper pour se mettre à l'abri, mais non, ils s'approchent. D'en haut, ils aperçoivent un corps à terre, plein de sang, puis un homme armé d'un couteau qui frappe une jeune fille. Il paraît frapper au hasard parmi les clients, et lorsqu'il se dirige vers un escalator avec l'intention de rejoindre l'étage supérieur, les deux Français décident de s'interposer, de lui bloquer le passage. Silas attrape un poteau de guidage de fil devant un magasin, Damien le récupère, et poteau dans les mains, il se poste alors en haut de l'escalator. Pendant quelques instants, Damien Guéraud se retrouve donc face à l'assaillant. Il confiera le soir que l'homme ne parlait pas et que ses yeux étaient vides, comme s'il était absent. Il parvient finalement à le faire reculer. Puis il jette le poteau dans sa direction, il le rate, mais il lui court après et avec Silas, ils essayent de l'attraper. Quelques secondes plus tard, c'est finalement une policière qui met un terme à sa macabre expédition, 3 balles dans le thorax. L'homme avait 40 ans et souffrait de problèmes mentaux. Il a tué 6 personnes, en a blessé 12 autres, mais ce bilan, sans doute, aurait été plus lourd encore sans l'intervention des 2 ressortissants français. Un acte de bravoure salué dès samedi par tous les médias australiens. Les images du face-à-face dans l'escalator sont passées en boucle à la télévision. On les a vues aussi sur les télés françaises. Et Silas et Damien sont devenus les héros de l'attaque du centre commercial de Sydney. Damien, autrement nommé donc l'homme au poteau, a même eu droit au remerciement du Premier ministre australien, lequel s'est engagé à lui accorder la nationalité australienne. Son visa de travail arrivait à expiration. Désormais, il n'aura plus besoin de le renouveler. Silas, lui, avait déjà acquis le statut de résident permanent. Une histoire qui, bien sûr, peut en rappeler d'autres. On pense par exemple à Lassana Bathily, le jeune magasinier malien qui, lors de l'attentat terroriste de l'Hypercacher, avait aidé des clients à se cacher. Et puis on pense également à Henri d'Anselme. C'était il y a 1 an, une attaque au couteau dans un square à Annecy. Cet étudiant parvient à faire fuir l'agresseur. Ce jour-là, on l'appelle l'homme au sac à dos, parce qu'il portait un sac à dos. Et comme l'homme au poteau samedi dernier à Sydney, tout le monde, là encore, l'a présenté comme un héros. Le héros comme incarnation du bien contre le mal. Une figure consolante, rassurante, positive, expression de l'humanité face à la folie meurtrière, sachant que le point commun entre ces garçons-là, eh bien, c'est qu'eux-mêmes ne se considèrent pas du tout comme des héros, parce qu'ils ont agi par instinct, sans réfléchir. Autrement dit, je cite ici Damien Guéraud, on a juste fait ce qu'on a fait, comprendre ce qu'on devait faire, alors héros ou pas héros. Ce n'est évidemment pas à moi de trancher, mais ce qui est certain, c'est qu'avec Silas Despros, Damien Guéraud a fait beaucoup pour l'image des Français. À l'étranger, on ne peut pas dire qu'on ait très bonne réputation. On est prétentieux, on est sale, on est bruyant, on est mal poli. Surtout vous. Nous voilà, grâce à eux, devenus courageux et modestes. C'est sans doute le moment de partir en vacances en Australie. Je pense que nous serons bien accueillis. Merci Frédéric Pommier pour cette formidable histoire. Un dessin de Coco. Eh bien, voilà un espoir pour la jeunesse. Je suis Spider-Man, mais ringard maintenant. Moi, je suis Damien Guéraud. Merci Coco. Mes amis, vous avez chacun choisi donc une photo qui illustrera vos actualités de la semaine. On va commencer avec votre photo, Gilles Martin Chauffier. Je crois le reconnaître, il n'a pas l'air très content, c'est un certain Donald Trump. Oui, alors Donald Trump, au tribunal. Il est même très mécontent parce qu'il est au tribunal pour la 2e fois
parce qu'on sait qu'il a donné 130 000 $ à Stormy Daniels, qui est une ancienne star du porno, pour cacher le fait qu'ils avaient eu une relation. Cette affaire a pris des proportions énormes. Déjà l'année dernière, il a gagné. Il n'est pas poursuivi pour ça, il est poursuivi pour ne pas avoir intégré cette somme. Voilà, le prétexte, et on part de ça, c'est ça le prétexte. Il a gagné dans un premier... Maintenant, ils font appel. C'est-à-dire, on fait appel contre lui. Et je trouve que il y a un côté choquant. On est en train de le rendre populaire. C'est extraordinaire, cette façon de... Dans quelle démocratie, le leader de l'opposition, le leader numéro 1 de l'opposition, passe son temps en procès parce que l'intelligentsia et parce que la caste a décidé qu'il fallait lui mettre des bâtons dans les roues. On se croirait en Russie, on se croirait au Sénégal, on ne se croirait pas aux États-Unis. Je trouve ça choquant et je trouve qu'un de ces 4 matins, à force de cracher à la figure des populistes, ça va nous exploser à la figure. Et que c'est très maladroit et que ça le rend populaire. Belle plaidoirie. Merci Gilles Martin-Chauffier. Merci maître. On va enchaîner avec votre photo, Géraldine Wössner. C'est pas un triomphe français, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est donc l'industrie du photovoltaïque qui souffre d'une concurrence chinoise. Ben là, ce que vous voyez, c'est une PME, une petite PME de 90 salariés, Sistovi, l'un des 2 derniers fabricants de panneaux solaires en France, qui arrête donc sa production écrasée par la concurrence chinoise. Donc aujourd'hui, je vous fais le tableau, il en reste une, elle est toute petite. 97% des panneaux solaires qu'on installe en France, et on en installe, ils viennent de l'étranger, ils viennent de Chine principalement. Donc c'est un scandale social, ça veut dire que tout l'argent des contribuables qu'on met dans cette politique, il part dans une dictature, la Chine. Un scandale climatique, parce que tous ces panneaux sont fabriqués dans des usines au charbon. Et un scandale politique, la France ne se protège pas, les États-Unis, eux, ont fermé leurs frontières pour relancer justement cette filière. Ce serait peut-être à envisager. Merci Géraldine. Vous avez 30 secondes, Pascal Blanchard. Une visite d'Emmanuel Macron pour la première fois dans le Vercors qui va rendre hommage, le chef de l'État aux victimes de la milice. Vous m'avez pris 10 secondes pour la question, donc je vais essayer extrêmement rapide. En fin de compte, on trouve que Emmanuel Macron commémore trop. Organise trop de commémorations, parle trop d'histoire. Je ne suis pas d'accord avec cette dynamique. Et là, il était sur le Vercors pour rendre hommage aux résistants. Je ne suis pas du tout d'accord avec le débat parce que je pense que c'est toujours essentiel dans une société, surtout dans les moments où elle se pose des tas de questions sur elle-même, de rappeler d'où on vient, qui on est. Et je terminerai juste par une petite chose. Le Vercors, c'est un vrai symbole de l'unité de la nation, puisqu'ont été massacrés par les nazis et par la milice française, je le rappelle, sur ce lieu, des soldats français, des résistants, mais aussi des combattants coloniaux qui étaient venus des 4 coins du monde pour défendre la liberté. Merci Renaud Dely. Rappelez qui on est, vous avez raison, et je rappelle au passage que vous êtes historien. Merci. C'est un hasard. Merci Pascal Blanchard. Un dessin de Coco. Et sur l'affaire Stormy Daniels et Trump, combien pour ne plus parler de ça à 28 minutes? Merci. Merci Coco. C'est maintenant l'heure de retrouver notre poète préféré, ce troubadour dont l'inimitable talent illumine nos fins de semaine, l'ami Benoît Forgeard, bien sûr. Ce soir, dans Des Rives des Continents, avez-vous fait, Pascal Blanchard, vos exercices de cerveau? J'ai oublié. Bonsoir Renaud, voilà 6 mois que je muscle mon cerveau au quotidien et personne dans mon entourage ne remarque la différence. Le cerveau, ce mystère tapi en chacun de nous, suscite de nombreuses interrogations, déchaîne les passions. À la base de cet engouement, l'idée fumeuse selon laquelle on utiliserait seulement 10% de nos capacités intellectuelles. Les IRM ont semblé apporter la confirmation de ce laisser-aller cérébral. Voyez comme ce cortex, supposé en ébullition, ne s'illumine qu'en de rares quartiers, quand la plus grande partie reste dans la nuit, comme assoupi. Le cerveau se coltine depuis l'image d'un organe brillant, mais flemmard. Mauvaise impression que n'arrange pas son apparence molle. Qui parmi vous a envie de trimballer un cerveau comme un vieux téléviseur des années 80, doté de 3 pauvres chaînes, quand vous pourriez en capter 20, allez, peut-être 100? C'est ainsi que booster votre cerveau est devenu le nouveau cap de tous les déçus d'Enlarge Your Penis. À la librairie où je vais désormais, comme à la salle de sport, c'est tout un rayonnage consacré au cerveau et à son potentiel inouï. J'avoue être bon client de ces manuels au titre grandiose. Titres qui me tournent la tête par leurs promesses mirifiques mais plausibles. Car toutes ces ambitions me seraient accessibles pour peu que je parvienne à upgrader ma boîte à idées au niveau dauphin plutôt que de végéter niveau grenouille, si ce n'est tétard. C'est dans ce but et dans celui d'accroître ma culture générale que j'ai récemment dégoté un logiciel de lecture accéléré qui donnait à peu près ceci. J'ai eu le temps de lire en une matinée tout Tolstoï avant d'être transporté aux urgences, saisi de vertige, mon cerveau n'étant pas prêt.
Revenu de mes rêves de gonflette neuronale, je lis désormais super lentement, parfois trop, je rêvasse, je sors du livre. J'ai fini par comprendre que le blanc entre les mots était aussi important à lire que les mots eux-mêmes. Aussi, bodybuilders du cerveau, faites comme moi, gardez sagement un petit matelas de bêtises. Les gens les plus intelligents sont souvent les plus malheureux. Chapeau forgeur, quel talent aussi, elle en a du talent. Coco, un dernier dessin pour la route. Il a raison, l'ami forgeur. Les exercices du cerveau, c'est tous les soirs devant votre Ouais. Oh, merci Coco, vous reviendrez, hein. Avec plaisir, on vous réinvitera. Merci à tous, on vous réinvitera aussi les amis, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique, tiens, avec un clin d'œil à votre histoire de la semaine, Frédéric Pommier, ces héros qui nous épatent et que l'on n'est pas forcément, en tout cas sûrement pas moi, parce que je ne suis pas un héros.